Alexandre, on voit vos diapos et c'est à vous. C'est une présentation qui parlera du concept de chiffre d'affaires à valeur ajoutée brute et comment c'est une convergence des positions théoriques et pratiques des sciences économiques sur la base du développement de la méthode input-output. Ma présentation sera intéressante pour ceux qui travaillent avec le terme PIB. Je ne vais pas parler de la situation en Biélorussie aujourd'hui. En fait, il s'agit de cas quand c'est mieux de euh, voir quelque chose avec vos propres yeux que l'entendre 100 fois. Juste un instant. Euh, sur la situation économique en Biélorussie. En mois d'août, en fait, je laisse tomber les vidéos. En mois d'août, on a vu l'article dans la magazine, dans la publication de notre banque centrale. Et vous voyez le graphique ici. En fait, on avait le taux de croissance qui était assez spectaculaire. Et à droite, vous voyez la capture d'écran avec les prévisions de la Banque centrale. Et après, après le sommet de ce graphique, il y avait une petite baisse en octobre et en novembre. En fait, on a eu un scandale très grand et en fait, ici sur l'écran, vous voyez le directeur sur la politique monétaire de la Banque centrale, le premier vice-ministre d'économie, puis l'hôte de cette émission, et puis mon collègue et moi, en fait, sur la télévision nationale, je devais présenter ces graphiques et expliquer la situation. En fait, les pronostics étaient 3,9, la croissance réelle était 4 en décembre, et en fait, cela m'a sauvé parce que pour ce type de pronostic, on ne reçoit pas de gratitude, quoi. En fait, cette situation n'a pas beaucoup évolué depuis ce temps-là, mais il est très intéressant de voir les évaluations de la situation d'aujourd'hui. Donc, je voudrais discuter aujourd'hui les approches à ces évaluations et pourquoi on fait les pronostics comme ça. En fait, on a publié déjà quelques articles sur cela et là, on parle des problèmes de la formulation des prévisions. Donc, premièrement, je voudrais dire qu'il y a une différence de l'optique théorique et de comment nous on construit nos modèles d'économie. Si on prend le PIB comme l'indicateur qui présente à peu près le bilan de l'activité économique du pays. Donc, on peut commencer par William Petty qui disait que l'homme est réellement véritable riche en fonction de ce qu'il mange, boit, s'habille et toute autre manière comment il utilise réellement et effectivement les choses. Donc, c'est comme ça qu'ils définissent le PIB et en fait, comme cela, ils définissait les revenus nationaux. Après Petty et 1662-64, on a essayé de prendre en compte en fait le processus de production et Adam Smith disait que la richesse nationale, c'est le produit annuel commun du travail de chaque pays. Donc, c'est un point très important. Après,
Cette méthodologie était détaillée. En Angleterre, c'était Colin Grant Clark. On a deux travaux par lui où il propose son méthodologie pour la production nette, le revenu brut et net, le revenu de la dépense nationale, le revenu produit dans le pays. Puis, on voyait Keynes, Walras et Marx, mais puis on a eu Simon Kuznets, Simon Kuznets, et en fait, du coup, ses origines sont, il était né en Biélorussie, mais il était formé dans l'Empire russe, donc il a eu la formation fondamentale là. Donc, et je pense qu'il que son contribution était considérable. Donc, il proposait d'utiliser un seul indicateur pour la circulation économique. Donc, ça, c'est sa contribution très importante. Ce qu'on voit aujourd'hui dans la littérature économique, on voit que le PIB est produit, le PIB est consommé, le coût de ce PIB est distribué parmi les dépenses et comme ça on dépense cette richesse. Alors, j'attire votre attention sur le PIB en ce qui concerne la production des services et des marchandises. Alors, il y a trois méthodes de calcul du PIB. Donc, le PIB est à la production. Donc là, on parle des produits finis et des services. Donc, on va enlever la partie qui correspond à la consommation intermédiaire. Mais si nous regardons plus en détail les comptes nationaux, on peut voir que le décompte principal, c'est celui des produits et des services qui est par la suite redistribué. Et là, on prend en compte les produits et services intermédiaires, tant nationaux qu'étrangers. En fait, si nous enlevons la consommation intermédiaire du chiffre du PIB, on va éliminer les composantes étrangères des produits nationaux. En fait, le PIB, c'est le résultat de multiplication des coûts des produits finis. Cela nous fait revenir à la compréhension et l'interprétation du PIB comme le résultat des facteurs de production. Voilà pourquoi ce avec quoi on travaille en pratique est différent de ce qui est enseigné en formation d'économie parce que la circulation est en fait très complexe avec plusieurs liens qui permettent d'enlever les produits intermédiaires avec la part des importations, etc. La partie qui est en bleu correspond ici à la terminologie et les chiffres des produits et services bruts. Alors la seconde partie, ce sont les comptes nationaux, les revenus, etc. Donc des indicateurs économiques différents. Alors quand on propose des modèles et qu'on présente les résultats, c'est de cette manière-là qu'on les perçoit normalement. Donc on considère qu'on montrait des variables exogènes et à la sortie, nous avons ce petit lapin, soit blanc, soit noir, et la taille de ce lapin va correspondre à nos prévisions positives, négatives, et voilà, croissance ou décroissance grande
ou petite. Alors, nos collègues disent que les théoriciens et les praticiens, ce sont deux professions différentes qui ne se croisent pas dans la vie réelle et chacun vit sa vie selon ses propres règles. Et toutefois, si on essaie de rapprocher la compréhension et les points de vue de ces deux types de personnes, nous avons ce tableau très, très simple de dépenses-production. Et donc, là, on voit un type de produit qui est consommé, il y a certains types de liens, et avec les méthodes qui sont bien connues, on peut analyser les chiffres qui y sont présentés. Alors, toutefois, si nous regardons plus en détail, euh, la chaîne de production ici est très très facile. Par exemple, l'importation du coton, la production du tissu à partir de ce coton, alors la production des vêtements à partir de ce tissu et la consommation des ménages. La chaîne est très très facile, mais en fait, le tableau est beaucoup plus complexe. On pourrait présenter la même chaîne en termes de production brute. Donc, on prend 20 unités d'importation, production de tissu 30 unités, production des 50 unités de vêtements et nous avons 100 unités des produits finis. Et donc, si on utilise cette valeur ajoutée brute pour faire le tableau, nous voyons des chiffres tout à fait différents. On peut considérer aussi des liens inverses qui remontent de la demande finale à la production initiale, à la source. Donc, on peut comprendre comment cette demande finale va déterminer, va impacter le coût final. Alors, la méthode que je vous présente est une méthode qui permet de présenter ces liens de retour aux sources dans les différents tableaux. Et je pense que c'est quelque chose qui complète les analyses économiques. Il n'y a vraiment que cette méthode qui permet d'analyser et d'observer ces liens. Ce n'est pas quelque chose qu'on imagine, ce sont des vraies méthodes qui sont utilisées. Là, par exemple, là, vous voyez dans les colonnes, nous voyons pour troisième, quatrième colonne, nous voyons ici que c'est vraiment ce concept de valeur ajoutée qui est utilisé. Alors, les mêmes types de tableaux utilisés en Biélorussie en 2021. Voilà, et ça a été publié en 2022. On peut en faire pour tout un pays, pour un secteur, etc. Si on présente la circulation économique en termes de valeur ajoutée, nous voyons que l'échelle devient la même pour les différents indicateurs et on a une vision plus claire. Ce n'est pas seulement la production, la distribution, la consommation du PIB, mais c'est aussi le PIB en tant qu'une valeur ajoutée dans les produits vendus. Alors, comment est-ce que cela se présente en tableau? Voilà. J'espère que vous pouvez voir quand même. Alors, la ligne qui est soulignée en rose, c'est le PIB utilisant en termes de dépenses. Comment le PIB est dépensé par des ménages, par les organisations publiques, etc. Et alors, si on prend ce chiffre et qu'on enlève tout d'abord l'importation des produits finis, cette ligne, nous avons la production nationale. On va par la suite enlever les importations intermédiaires. On va voir la valeur ajoutée qui est divisée en revenus et nous avons le PIB comme la somme des valeurs ajoutées qui ont été produites sur des différents marchés. Donc, de cette manière, nous enlevons la part des importations partout. Et une méthode a été proposée en 2021
publiée dans les questions d'économie. C'est une approche qui a voilà, il existe des approches similaires dans le monde. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est de faire l'analyse économique en termes réels, en volume réel. Voilà pourquoi il était important pour nous de comprendre comment cette valeur ajoutée gagnée sur les marchés de consommateurs finaux pourrait d'être analysée. La ligne rose correspond à la contribution des secteurs des marchés finaux aux dépenses, à la dépense du PIB. Et ici, nous avons les importations, la part des importations et la contribution de la valeur ajoutée des entreprises nationales. Donc ici, nous pouvons voir comment le PIB est dépensé et quelle partie de ce PIB revient à l'économie et quelle partie part. Donc, si nous regardons ici, par exemple, le capital de base, nous voyons moins 3,9%, une décroissance, et nous avons moins 2% pour l'importation et moins 1,9%, c'est la décroissance de la valeur ajoutée pour les producteurs nationaux. Un autre indicateur, c'est la substitution des importations. Euh, Ce qui est important pour les importations, on parle en termes de produits et non pas de valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée peut se comporter d'une manière différente. Cela dépend euh, des proportions entre la partie nationale et la partie étrangère dans les produits. Et donc, ce chiffre peut être négatif ou positif, il peut être stable, il peut être conditionné par des situations, ce qui est beaucoup le cas en Biélorussie et en Russie en fonction des circonstances de la situation. Alors l'analyse, c'est une décomposition de la dynamique du PIB en termes de dépenses du PIB et nous voyons que les exportations ne contribuent pas parce que ce ne sont pas des dépenses. Alors, si on considère le PIB créé sur les marchés finaux, nous voyons le rôle réel du PIB dans la croissance économique. En plus de la décomposition économique, on peut en faire une autre par type de produits finaux. Et donc ici, nous voyons les différents types de produits, les différents types de marchés et la distribution du PIB. Qu'est-ce que cela nous donne en termes d'information? Donc ici, on a comparé 2021 à 2022. Qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau? Nous voyons la contribution négative des exportations et nous voyons que c'est notamment dans le secteur de l'industrie chimique. Par exemple, aussi l'informatique, les transports, parce que c'était orienté vers les pays européens. Et si par la suite, on combine ça avec les statistiques de commerce extérieur, on peut comprendre euh, les sources en termes de marché et pays de cette décroissance. Et nous voyons que la Russie a soutenu cette dynamique avec 4,3% de croissance. 4,9% de croissance, alors que pour les pays européens, la décroissance était de 5,3% à cause des sanctions. D'autres pays qui sont représentés, le total, c'est moins 4,7%. C'est surtout négatif, mais de fait, les Émirats arabes ont donné un chiffre positif, la Chine, deuxième colonne ici. Donc ici, nous pouvons comprendre comment justement chaque pays, chaque marché national, international contribue au PIB. Comme nous voyons cette décomposition par
par consommateur, on peut analyser les différents facteurs de la balance commerciale. Alors ici, nous avons une partie des exportations divisée en valeur ajoutée importation. Ici, nous voyons aussi les importations qui soutiennent les exportations. Mais sinon, pour le reste, ce sont les consommateurs nationaux. La balance, malgré la décroissance des importations et avec cette baisse de valeur ajoutée, la balance est positive. Comment ça? Regardons du haut en bas, nous voyons moins 1,4, c'est la baisse des importations en volume gros, en volume brut. Nous avons la substitution situative des importations, 2,4%. Donc, c'est la réorientation vers les produits nationaux. Et par la suite, l'amélioration des conditions de commerce extérieur et donc le solde, la balance finale est positive. Donc, cette méthode permet de comprendre mieux la situation et comprendre aussi que si nous voulons stimuler l'économie, il ne faut pas seulement considérer l'apport positif du PIB, mais aussi les implications négatives de la balance commerciale. Et cela permet de préciser notre politique visant la croissance économique élevée. Et voici quelques graphiques encore. Ici, nous voyons cet apport négatif de la demande nationale. Le rouge, c'est le coût d'exportation et en gris, nous avons les conditions du commerce international. Alors, on était en train de considérer cette partie A. Passons à la partie D. C'est quoi ce segment, cette partie D? D'une part, nous avons la balance commerciale et d'autre part, nous voyons les flux des monnaies étrangères. Nous, on paie, on reçoit des revenus, on fait des transferts, des emprunts, etc. Donc les flux financiers. Et comme nous avons certaines limites de la demande nationale, et ces limites dépendent de notre capacité d'accroître les importations. Alors on peut regarder nos flux financiers et les calculer en termes d'importation pour les demandes nationales. Alors vous voyez ces colonnes bleues dans la partie négative, donc 24, plus de 24 points de pourcentage. C'est l'année 2022 et c'est le départ de l'économie vers la monnaie nationale. Et là, on l'a calculé en termes d'importation annuelle pour la consommation nationale des investissements. S'il n'y avait pas d'autres facteurs mitigants, on pourrait limiter la demande nationale de 24%, parce que sinon on n'aurait pas de monnaie étrangère disponible, on n'aurait que de l'argent liquide en monnaie étrangère, on n'aurait pas pu payer nos contrats, ce qui aurait produit une dévaluation forte de la monnaie nationale et la baisse de la demande de la part de la population. Alors ce graphique permet de mesurer
ces flux en termes des importations pour les besoins nationaux. Regardons par la suite le segment B. Ça, c'est ce qu'on a gagné. Ce sont nos revenus. Et ici, nous avons cette valeur ajoutée qui va être distribuée sur les chaînes de production en fonction des activités économiques. Comment se fait-elle cette distribution? Ici, nous voyons la consommation de ménages de Biélorussie. Alors 100, c'est le total. Ici, nous avons les pourcentages par type, ce sont les lignes, et les colonnes sont les participants, les acteurs de cette chaîne de consommation. 35,3 roubles, centaines de roubles, sont dépensés pour les produits alimentaires. Alors, regardons cette ligne plus en détail. 6,4, ce sont les impôts sur les produits. 5,9, c'est l'importation. Fini, 6, c'est l'importation intermédiaire. Et donc, sur ces 35 roubles, on n'a que 9,1. Au final, donc, on a cette distribution des revenus. Et si on descend à la ligne en bas, nous voyons vraiment ceux qui reçoivent, ceux qui touchent à cette valeur ajoutée. Une autre chose intéressante, c'est le capital de base. Alors, 51%, 51 roubles ici, c'est la construction. Il n'y a que 19% qui sont vraiment dans le domaine de la construction. Par la suite, on a 31, 32 presque roubles. Ce sont les machines et les équipements, dont les 26,3 pour les produits finis. Les importations intermédiaires 1,9. Sur ces 32 roubles, combien de revenus touche l'industrie? 1,5 roubles. Ces tableaux permettent vraiment de voir les possibilités de différentes politiques, de différentes approches. Alors, il ne faut pas compter sur des grands gains sur les investissements en Biélorussie. Et ces tableaux nous démontrent la situation réelle dans l'économie et les possibilités de l'économie. Donc, ça, c'est la panorama de cette situation. Et après, oui, on a ces graphiques qui nous montrent comment on peut distribuer les chaînes de valeur par valeur et on peut voir aussi les coûts pour le travail, le coût par heure, par jour, etc. Et on peut calculer la productivité de travail pour chaque chaîne. Et en fait, ici, sur le premier graphique, on voit les types de produits. La deuxième graphique nous montre la distribution par marché. Et la troisième graphique montre la situation par les marchés extérieurs. Et donc, on voit comme ça quels produits sont plus efficaces du point de vue de la production. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Si on a certains types de produits qui génèrent beaucoup de valeur ajoutée sur certains marchés, et puis on a d'autres produits qui génèrent moins de valeur ajoutée, donc on peut redistribuer et mettre plus en échelle les produits plus productifs, plus efficaces
on peut avoir du succès, on peut juste faire ça, tout simplement. Et en fait, en Biélorussie, il est très intéressant de voir la suivante. Les chaînes de valeur en agriculture, en fait, montrent plus productivité de travail que la construction des machines, même en 2022, même avec la demande de la part de la Fédération de Russie, etc., etc. Donc, il est très intéressant que, oui, finalement, c'est comme ça. Beaucoup de gens parlent de construction des machines, de construction d'appareils. En réalité, on voit ce qu'on voit. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette séquence, dans cette partie aussi? Donc, vous voyez ici la diminution des importations pour le secteur de défense. Et ici, on voit comment on peut changer la structure dans l'économie. Donc, on a vu la diminution par 2,8%. 1,8%, c'est les importations dont on avait besoin pour la productivité. Après, comme on changeait la proportion de consommation des produits qui sont fabriqués en Biélorussie, on a eu moins 2% encore, en plus à ça. Et les importations qu'on devait continuer d'importer, bien évidemment qu'ici on a 2% plus parce que les importations sont devenues plus coûteuses. Puis la structure de consommation a changé. Par exemple, en Biélorussie, le poisson est importé, la viande est produite en Biélorussie. Donc si le poisson devient plus cher, on consomme plus de viande. Donc comme ça, on voit le changement de structure et après, on voit le changement de structure du PIB. Et comme j'ai déjà dit, on a épargné un peu en coupant les investissements qui nécessitaient les importations. Donc ici, avec ces investissements, on a épargné encore 1,5%. Et comme les exportations avaient une contribution d'importation, et en fait, on a eu la diminution du volume des exportations. Et comme ça, on a cette distribution à cause de cette substitution d'importation et on voit qu'est-ce que ça a donné dans la structure économique des processus. Et comme ça, on peut prendre en compte les effets de tout cela sur le PIB et on peut prendre en compte ce dynamique en analysant la dynamique générale. Donc, pendant les crises, cela nous permet de continuer le dynamique du PIB, mais pendant la crise, mais pendant la période de récupération, en fait, on voit que la demande attendait se réalise et on voit que oui, plus de produits importés sont consommés. Donc, si on voit tout cela, ça rend nos prévisions plus précises. Donc, finalement, voyons partie C. Et principalement, il s'agit ici des différents facteurs qui ont impact sur le coût de production. Mais très souvent, en fait, on ignore la distribution des revenus. La fonction de Fobb-Douglas, en fait, le met en constant la distribution des revenus, mais en fait, on doit prendre en compte les détails ici également. Donc, beaucoup de vous travaillez avec beaucoup de types de produits et beaucoup de types d'activités. Donc, on a calculé les fonctions de production et on a essayé de les regrouper en 4 groupes. Les groupes qui peuvent rendre l'emploi plus haut, plus bas, radicalement ou moins radicalement.
Et ces types d'activités avaient les comportements différents. C'est les activités qui rendaient le nombre d'emplois plus rapidement. En fait, on voyait ça dans la sphère IT et dans la sphère d'ingénierie. Et en fait, quand on a vu, en fait, on voyait que euh, nos ingénieurs ont, nos produits d'ingénierie ont beaucoup de succès avec la Chine. C'était très intéressant. Après, le traitement de bois. Ici aussi, on pouvait accroître le nombre d'emplois et moderniser cette activité. Les types d'activités qui baissaient le nombre d'emplois, c'est la construction des machines. En fait, à cause de la demande de la part de Russie, on a commencé de produire plus et il y avait des types d'activités qui baissaient l'emploi. C'est le secteur d'agriculture. Donc, on a essayé de réduire l'emploi, mais de l'autre côté, on avait les investissements. Et en fait, ce type d'activité est soutenu par le gouvernement et surveillé par le défunt, mais chroniquement, ils opèrent sans profitabilité, en fait, avec des pertes. Quand on voit la contribution de tous ces facteurs à tous ces types d'activités, donc on peut voir que le facteur de formation de capital brut, en fait, était en majorité des cas utilisé pour augmenter les salaires. Donc, le gouvernement investait et cela nourrissait bon, les salaires. Et oui, les employés dans le cadre de ces activités. En même temps, on peut voir que oui, et on peut dire que oui, peut-être ce sont les activités qu'on essayait de mettre en échelle, mais en fait, ce qu'il faut prendre en compte ici, c'est la productivité de travail. Et si on prend la contribution de ces facteurs dans la productivité de travail, en fait, ici, la productivité du travail était en croissance là où on voyait la baisse en emploi parce que ces activités étaient modernisées grâce aux investissements et c'est pourquoi il y aurait de moins en moins d'emplois. Par exemple, on voyait ça en agriculture, dans l'industrie de traitement de bois. Et de temps en temps, on voyait la migration de main-d'œuvre d'un secteur à l'autre. Et dans ce autre secteur, en fait, contribuait en PIB. Donc, on voit ce contribution en chaîne, cet impact en chaîne parce que certaines activités devenaient donneurs en termes de cadre pour les autres types d'activités économiques. Et avant ça, toutes ces activités n'avaient pas autant de contributions à PIB. Donc, ici, on peut conclure que si on a des types d'activités économiques qui sont orientés vers les exportations et on voit que ces secteurs attirent beaucoup de main-d'œuvre et ils contribuent au PIB, en fait, il faut prendre en compte que le modèle est limité parce que quand on ne peut pas redistribuer
le main-d'œuvre, ce modèle voit ses limites. Et en fait, les pays européens voyaient exactement ça. Donc, ils voyaient le dynamique, le développement quand les entreprises étaient en train d'être construites, mais après, ils voyaient avec toutes les entreprises construites des limites. Donc, c'est comme ça qu'on peut voir les types d'activités qui utilisent les investissements et comment ils contribuent dans l'économie de pays. Et après, on utilise le modèle traditionnel avec les innovations, les investissements. Et en fait, ce modèle se montre beaucoup mieux en termes de perspective parce que ce modèle n'a pas autant de limites. Mais ça, c'est plus difficile et il est moins difficile de redistribuer le main-d'œuvre que investir et innover. Finalement, si on prend le recul et essaie de voir qu'est-ce qu'on fait, si on transforme les méthodes qu'on utilise et si on rend nos catégories plus abordables au théorique, on peut montrer tout ça avec les structures plus simples. Et cela peut être utile quand tu dois protéger ton point de vue, spécialement quand en fait la réalité est perçue différemment. Et en fait, cela nous permet aussi de contribuer au développement de la théorie parce que malheureusement, on toujours utilise le modèle proposé par Simon Kuznets. Et j'ai en fait feuilleté beaucoup de manuels en économie et malheureusement, dans économie de Malcolm Bru et les autres, oui, j'ai vu toutes ces définitions et j'essaie de montrer que même en PEP, il faut prendre en compte le valeur ajoutée cumulatif. Et je pense que, comme j'ai vu ça déjà dans les publications récentes, c'est déjà un bon signe. Et c'est bien que nos services de statistiques voient ça déjà. Et en fait, oui, on a des modèles, mais si on utilise un seul modèle et puis à la base de ces résultats réapplique ce modèle encore une fois, on peut en fait aller aux profondeurs si on utilise et applique ces principes rationnellement. Bon, j'espère que tout cela, ce que j'ai essayé de présenter, va contribuer à la méthodologie qu'on utilise, nous les économistes, et j'espère que peut-être les économistes qui utilisent aujourd'hui ces outils puissent revoir les méthodologies et les approches qu'ils appliquent dans leur travail, et comme ça, on peut avancer en tant que communauté économique. Donc, merci beaucoup pour cette possibilité de vous très brièvement présenter ce concept. Donc, j'espère d'avoir une discussion intéressante de tout cela. Merci. Merci, Monsieur Gotowski. Avant qu'on procède aux questions, Monsieur Chirov, un commentaire. Oui, je ne vais pas présenter mon avis, je voudrais juste refléter. Oui, en fait, j'ai bien aimé la présentation, mais en même temps, on peut discuter les approches. En fait, la définition de PIB qu'on discute, en fait, c'est le coût cumulatif des biens et des produits fabriqués
dans le pays et, je mets une pause ici, et consommé dans le cadre de la consommation finie. Et oui, ici on comprend que Kuznets, Keynes, Stone, l'équipe qui se penchait sur toutes ces définitions, il essayait de produire les indicateurs qui reflèteraient le cycle de la formation et de la consommation de valeur finale. Donc ça fait partie de ce concept. Et quand on demande aux étudiants de en fait de nous donner la définition de PIB, on attend qu'ils nous disent dans la forme la plus simple que le PIB, ce sont les revenus, tout simplement. Et M. Abéguin, en fait, dit aujourd'hui que le PIB ne nous donne pas la perception de niveau de développement économique. Et en fait, cette équipe à laquelle j'ai déjà fait une référence, Kuznets, Keynes et les autres, ils disaient en fait qu'on ne peut pas utiliser un seul indicateur pour évaluer le niveau de développement économique. C'est un groupe de facteurs, un groupe d'indicateurs. Mais qu'est-ce que nous donne le PIB? Au moins, on peut voir les caractéristiques structurelles de comment les revenus sont formés et comment les revenus sont distribués. Oui, on n'a pas de ce quatrième carré, quatrième partie. On utilise les matrices, mais en fait, en détail, on a des tableaux. Les spécialistes en statistique ne savent pas les évaluer. Bon, oui, c'est un problème, mais c'est pourquoi nous, on peut nourrir nos familles parce que comme ça, on peut contribuer à cette analyse. Après, je voudrais dire que le schéma des dépenses et des importations, cela que vous avez dans vos tableaux, ça c'est en fait ça crée une confusion. Nous mettons les importations à la fin de nos tableaux parce que le PIB et le coût, le valeur cumulative dans le cadre des biens et produits fabriqués dans certains pays pour les consommer, cela nous dit que les importations à la fin de ce calcul nous permet de en fait diminuer les importations de ce consommation cumulative. Et en plus, on a cet outil de matrice d'importation et comme ça, on peut voir les coûts cumulatifs des importations qu'on utilise pour la production dans nos pays. Donc, vous avez démontré tout ça dans une manière correcte, mais on peut utiliser en fait ce matrice des importations pour cela. Et comme ça, on peut calculer les importations qu'il faut pour produire un bien ou un produit. Donc ça, c'est un deuxième point. Alors, le troisième élément, je pense que pourquoi est-ce qu'on a besoin du tableau que vous utilisez, ce n'est pas seulement pour utiliser la production par secteur ou le PIB, mais c'est le seul instrument dont on dispose qui permet de lier tous les éléments du système des comptes nationaux ainsi que la structure technologique de l'économie. Donc, quand on parle des innovations du PIB, c'est là qu'ils font leur entrée. On peut analyser ce qui va se passer avec l'économie si, par exemple, l'aéronautique russe arrête d'utiliser l'aluminium et va passer aux matières composites, ça va impacter toutes les caractéristiques économiques, ça va impacter la valeur ajoutée, etc. Mais ce qui est le plus important, votre tableau nous permet de
comprendre, de diviser l'aspect qualitatif et quantitatif de la croissance du PIB, parce que la croissance qualitative est liée à l'innovation, au changement dans l'efficacité d'utilisation du capital humain, etc. Et c'est vraiment quelque chose qu'on attend beaucoup, que la production soviétique en termes de quantité, dépasser la production américaine, alors que le PIB par habitant était beaucoup, beaucoup en retard. C'était lié au fait que l'efficacité d'utilisation des ressources n'augmentait pas en Russie, alors qu'elle augmentait beaucoup aux États-Unis. Après, voilà, on a l'utilisation d'autres éléments aussi. Euh, Donc, il y a toute cette histoire liée aux ressources de travail. Il faut comprendre que l'évolution de l'économie mondiale comprend la régionalisation, la fragmentation. Il faut essayer de comprendre quelles sont les implications pour notre économie, pour l'emploi, pour les revenus de la population. En fait, notre discussion est assez théorique et tout ce qui est au-delà de ces discussions théoriques et de ce que je viens de dire, c'est fait avec beaucoup de soins, beaucoup de détails. Et je pense que pour l'économie de la Biélorussie, dont les données statistiques sont un peu moins bonnes encore qu'en Russie, euh, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. C'est une analyse de très bonne qualité, mais moi, je l'aurais fait d'une manière différente, avoir la même qualité de résultat. Bon, c'est une idée que j'ai, mais je pense que c'est très bien qu'en Biélorussie, il y a des experts qui font ces calculs, ces analyses avec ce niveau de qualité. Merci. Est-ce que je pourrais vous répondre? Oui, oui. Alors, pourquoi est-ce que j'attire votre attention sur voilà, comment c'est normalement écrit, présenté, etc. C'est parce que assez souvent, on doit faire face, même avec le FMI. Je peux vous montrer une formation où ils vont vous raconter comment faire ces calculs. On va prendre les pures exportations, on va prendre la consommation finale, on va voilà, multiplier la croissance du PIB, la croissance de la population, et on va comprendre que les importations, par exemple, ne pouvaient pas soutenir la croissance du PIB. Et c'est cette analyse qu'on voit de leur part et de la part des autres institutions. Alors, quand on essaie d'expliquer que ce n'est pas tout à fait comme ça c'est difficile. Alors, ce n'est pas pour ceux qui s'y connaissent. C'est pour ceux qui n'utilisent pas cette méthode de dépense-production et qui considèrent le PIB comme une simple fonction. Voilà, il y a des ressources qui sont utilisées à l'entrée, à la sortie, on a des produits. Et après, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est une fonction de production pour eux. Voilà, ils ne s'intéressent pas aux détails de cette fonction de production. Bon, alors moi, je considère, et pourquoi est-ce que je vous ai montré tout ça, c'est que ce n'est pas une fonction de production, c'est en fait une méthode, cette méthode de dépense-production, c'est une méthode pour comprendre les liens dans la circulation économique. Et nous qui utilisons cette approche, nous la comprenons tous. Alors pour les théoréticiens avec voilà, consommation brute, importation brute, c'est pour eux surtout que je fais cette présentation, ce dessin avec la valeur ajoutée pour leur montrer comment ça fonctionne et peut-être les encourager à éviter cette analyse avec la contribution des importations pures à la croissance du PIB. Parce que
C'est une contribution à la dépense du PIB, non pas à sa croissance. Alors, pour ceux qui ont dû écouter ça tout en sachant comment utiliser cette méthode, je vous présente mes excuses. Je comprends que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose de base. C'est quelque chose de tout à fait évident. Ну да, да, да. Ну, и они, и тогда они: "Ой, ну там надо моделировать, этот импорт, это так сложно. Не, вот мы будем по старинке". Поэтому вся эта история, в том числе в Voilà, Беларуси, donc для кого делается? même en Эта история Biélorussie, pour qui делается, est-ce qu'on заказывается fait на ça? Рингбанк, а C'est также une других ведомств commande de для la кого? Banque Для тех экономистов, nationale et которые d'autres не institutions умеют pour des объяснять, что économistes qui такое ne savent ЕКБ и pas моделирование. qu'est-ce А на que нужно ce каким-то modèle, образом qu'est-ce que cette пояснить, méthode. Il дать faut leur простые expliquer, инструменты для работы. И вот il когда faut ты leur делаешь donner des outils simples pour le подготовительную travail. Et работу quand и on даешь fait ce простые travail de инструменты уже préparation, через qu'on les долю общей propose выручки des instruments студентам, simples они тебе: avec leur "О, так это же calculatrice, оказывается вот ils такая вот история". sont Мы là à поняли. comprendre Вот теперь у вас des будет choses qu'ils ne матрица, comprenaient мы будем pas учить pendant дальше. longtemps. Вот это все Voilà. сделано Donc для tout ça, презентации c'est fait для pour eux. экономистов, необремененных Ils знаниями sont la математических cible, методов. voilà, Говорю de все как cette есть. présentation. Je vous Поэтому dis la те, vérité. кто обременен, не Alors, pour ceux qui воспринимайте это как некое вот так s'ennuient будет без un peu издержек. de cette Это présentation, работает ne le очень prenez pas trop Можно тогда personnellement. один комментарий, когда, значит, Je voudrais faire juste un находитесь commentaire, s'il vous plaît. студентов в любом экономическом вузе, En première бывает année вопросы, или в России учат d'économie тому, что такое en ВВП. France, en Ну, как Russie, правило, on там apprend формула qu'est-ce que звучит c'est le так, PIB. что ВВП Alors, равняется la formule est la suivante. Normalement, le PIB агрегат внутреннего потребления et умножить на ВПХ, то есть l'agrégation потребление домашнего de хозяйства плюс личное la потребление, consommation des плюс ménages, инвестиции, plus плюс тарифный consommation дефицит. publique, plus Вот investissement, plus суть формулы-то в importation другом, pure. что Et en вообще-то, fait, когда мы ее расписываем, cette то мы formule a получаем un autre ВВП sens. равняется потребление домашних хозяйств On a donc le плюс PIB, государственное потребление, consommation плюс des инвестиции, ménages, плюс consommation резервы publique, запасов, plus плюс экспорт investissement, и минус импорт. plus Это то, что я exportation, объясняю plus студентам. réserve, Минус moins импорт– importation. это C'est не для quelque того, chose чтобы получать чистый que экспорт, а для того, чтобы убрать импорт j'explique à с mes каждого из étudiants. элементов Ce перечня. n'est pas pour Вот и все. calculer les Это самое exportations главное. pures, Если c'est это pour понял, enlever les то importations дальше уже de проще. toutes les variables. Si la personne la Чтобы еще comprend, было понятно, après, куда par la suite, представлен c'est вот ВВП, plus да, в simple том pour eux. числе, конечно, Alors, это pour и simplifier encore, on a dit que le государственная PIB, валовое накопление основного donc капитала, c'est la запасы, consommation finale des запасы, ménages, это расходы ВВП. donc Плюс сальдо полученных les переводов réserves. Après, on основную a меру la доходов, полученных balance переводов, остальную меру трансфертов и des импортных transferts et расходов. de Вот если revenus. смотреть с Donc, этой il y a стороны, которая d'autres традиционно variables экономистами не que считается, j'introduis то мы как раз и et видим, что cela эти permet de доходы. comprendre que Но ce sont не vraiment des занимайтесь revenus. Mais издержками, personne работайте формулу ne se ВВП, nuit à давайте через enseigner экономистов. Она cette короче, она будет formule быстрее объяснить. du PIB Ну, она parce для... que l'autre est Да, beaucoup да, plus но вот simple. через доходы на самом деле проще. Mais Когда voilà, je говоришь, pense что que c'est ВВП en это fait вот как раз вот c'est эти plus вот facile à доходы минус expliquer en бытовой termes de потребление, минус импорт, revenus. использован для, вот, для внутреннего рынка, Donc и là, on плюс peut доходности внутреннего intégrer les экспорта. Вот она, importations, собственно, la формула valeur ВВП, ajoutée как de работает в l'exportation, различных et ça экономиках devient реальной beaucoup истории. plus Тогда вообще все précis, beaucoup становится plus понятно. clair, Тогда все это замыкается в единую конструкцию. parce que tout Что, ça собственно, и было devient сделано. une Что structure касается определения ВВП, définie. тоже En такой ce qui момент. concerne la définition du На самом PIB, деле, qu'est-ce вот que там le один был PIB? слайд про J'ai eu en учет, diapositive sur les долго stocks. изучал первоисточники и все это Alors, посчитал. j'ai Посмотрите, sur les sources. Donc, j'ai beaucoup étudié les sources. Je peux dire 2060 год– это qu'avant дискуссия les была années на пространстве на 50, самом деле. cette discussion existait, elle Отсюда était стало понятно. présente Но entre потом les так pères получилось, что вот fondateurs. эта вот Mais plus простая tard, конструкция, вот эти вот cette учебники, construction они simple, ces остановились. manuels На самом d'économie деле это ont mis fin à la discussion. Et en новое– это fait, хорошо, более старое. on dit que le Это nouveau, просто возврат к c'est этой quelque chose de дискуссии, l'ancien qu'on a bien oublié. возвращение к этой дискуссии, в Et том il числе faut вот revenir по à cette матрице. discussion, il Это faut новый remonter à la подход, на source самом pour деле parler была одна матрица. de la matrice aussi. Одна матрица. Il Потом y это avait une seule matrice à la base. трансформировалось в три квадранта. А почему? А потому Par la что suite, elle s'est матрица développée Леонтьева, pour она avoir не trois вписалась в quadrants, классический концепт. Она parce que cette предполагала вот matrice эти de все Leontief ne элементы faisait pas для partie de sa всего, в том conception числе и для добавленной théorique. стоимости, до конечного
il y avait des coefficients pour la valeur ajoutée, pour la consommation finale, donc il rejetait la théorie du coût. C'était une construction très rigide, le coût n'y entrait pas. La théorie de choix du consommateur était rejetée aussi. Et ensuite, cette méthode elle n'a pas tout de suite fait entrer de la théorisation et peut-être c'est pour ça que voilà, tous les chercheurs suivants ont modifié cette formule. Donc, de temps en temps, certaines personnes vont revenir à cette matrice initiale. Donc, c'est vraiment une discussion qu'on a eue, qu'on avait commencé il y a longtemps, mais les générations ont changé et donc il faut revoir cela. Peut-être il faut faire plus simple, mais pas plus simple que ce qu'il était là à l'origine. De temps en temps, c'est tellement simplifié que cela va détourner le sens même des termes. Voilà. Merci. Chers collègues, nous avons très peu de temps qui court très vite. On pourrait en discuter sur 3 jours. C'est une intervention très complexe avec beaucoup des implications pratiques, de même que l'approche théorétique. Mais voilà, notre prochain intervenant est proche, mais je voudrais poser quand même une petite question, Alexandre. Donc, une question de compréhension. Deux questions en fait, une facile et une difficile. La question facile, nous avons le problème des déflateurs. Est-ce que votre modèle prend en compte des déflateurs? Est-ce que ce sont des déflateurs exogènes ou est-ce que c'est quelque chose lié à la structure interne? Merci pour cette question. En fait, notre statistique sur les déflateurs est liée aux services et produits et marchandises et leur valeur ajoutée. Donc, on n'a pas moyen de l'appliquer de manière automatique. Voilà pourquoi la méthode élaborée et publiée en 2021, elle a proposé de les utiliser pour avoir un instrument simple. On a proposé la chose suivante. On va supposer que la structure reste la même. Donc, les agrégats ne changent pas en termes de la part des importations. On va considérer les contributions et calculer la différence. Et cette différence est liée au changement des proportions entre les importations et la valeur ajoutée nationale. Et donc, si on calcule sur la base de la structure qui ne change pas et qu'on trouve cette différence de point de vue économique nous montre l'évolution des proportions entre la valeur ajoutée nationale et les importations. Et c'est cette contribution que j'ai appelée la contribution de la substitution des importations. Et c'est un indicateur qui est très parlant. On peut regarder sur des graphiques quand on voit la substitution des importations et ce facteur va changer peu à peu dans l'un et l'autre sens euh, toutes les années, mais il y a aussi des moments des crises qu'on voit sur ces graphiques avec une substitution d'importation dictée par des circonstances et ce facteur va changer énormément. Merci. Deuxième question, je vous demanderai de faire une réponse très courte. Alors, les modèles macroéconomiques fonctionnent quand on a une croissance stable sur 2, 3, 4 années. Mais en pratique, on voit que de temps en temps, il y a des crises qui ne sont pas considérées par les modèles. Donc, il y a différents types de ces crises. Alors, si on utilise votre modèle qui est perfectionné avec ces liens inverses, est-ce qu'on peut considérer ces crises, par exemple, de surplus de production? Est-ce qu'on peut calculer ça ou non?
Alors, pour commencer, il faut dire que ce que je présentais, ce sont des instruments basés sur des modèles, donc des modèles utilisés pour calculer les paramètres de structure pour servir de base de l'analyse. Donc, ça touche à l'analyse, les facteurs, les proportions, les contributions des marchés, etc. Mais j'attire votre attention sur le fait que, comme on a pu relever certaines règles à partir de cette analyse, et que c'est difficile à faire dans les modèles de prévision avec des grandes matrices, donc il est difficile de programmer ces évolutions structurelles. Parfois, il est plus facile de considérer que rien ne change, mais nous savons qu'il y aura un facteur, dans certaines conditions, on pourrait estimer le volume, l'importance de ce facteur. Et c'est plus facile qu'adapter le modèle aux conditions changeantes. Voilà. Et cela permet d'avoir des résultats plus précis. Une méthode plus simple donne des meilleurs résultats qu'une approche globale macroéconomique parce que là, il faut tout adapter, toutes les activités économiques, tout calculer, et les proportions de consommation, etc. C'est très complexe. Merci. Merci. Ma question était un peu différente. Est-ce que votre construction théorique permet de le faire? Non pas votre calcul. Bon, il faut voilà, le surplus de production, je ne sais pas. Alors, c'est moi qui va répondre. Si vous voulez faire des prévisions, vous devez ajouter beaucoup d'autres choses comme le solde des capacités de production, les investissements, les forces de travail, etc. Si vous ajoutez tout ça, vous allez avoir un modèle complété. Donc ici, par exemple, nous sommes dans la situation avec une grande demande et les capacités de production déjà très chargées. Mais vous imaginez que en fonction du secteur économique, voilà, ça va être plus ou moins difficile parce que la crise de la surproduction, ce n'est pas quelque chose qui frappe d'un coup, mais il y a normalement des crises qui prennent du temps pour se mettre en place. Alors, si on essaie de deviner quelque chose, non. Euh, on a besoin d'une prévision pour argumenter pour une telle ou telle politique. Alors, si on considère les mutations qualitatives, il faut juste dire soit on change la productivité de la production, l'efficacité de la production, soit on modernise l'industrie, soit on va avoir une décroissance économique. C'est pour ça que le modèle structurel fonctionne très bien. Non, bien évidemment que c'est pas ça que je voulais dire. Non, bien évidemment que non. Moi, je voulais dire une chose très simple. Ce que j'aime dans cette présentation, c'est un essai de revenir aux origines et voir en qui consiste la circulation des biens et des produits. On n'essaye pas de deviner rien. Ok, donc la présentation suivante sera par Anton Pejov. Anton Igorevitch. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alexandre Gotovski. Donc, ce séminaire est très pratique, très appliqué. Et merci beaucoup pour cette possibilité parce que j'ai subi des risques de présenter les matériaux trop théoriques. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que voici, j'ai ce document de Rostat et c'est l'encyclopédie des définitions, des termes. PIB, l'indicateur central pour les comptes nationaux qui caractérise les biens et les produits fabriqués par les entreprises du pays pour une certaine période de temps. Et puis, il y a des moyens de comment on peut le calculer.
comment откуда, в общем-то, est-ce пошел. que Kuznets voit Чисто cette национальный продукт définition? или национальный доход — равенство. Le Продукт или доход. produit ou Может быть le определенная revenu чистая стоимость товаров и national услуг net, произведенных donc в il национальной déjà экономической met системе. à égal Она le является produit чистой в том et смысле, les что revenus. стоимость выпуска Donc всех il est né товаров и услуг уменьшает parce que себестоимость товаров, то le поощряя coût de la оборот production определенных процессов est производства. diminué par les Казалось бы, coûts теоретический спор, de дискуссия. transportation et les dépenses additionnelles. Donc on peut dire qu'il y a une différence théorique, mais finalement, Мы c'est просто в l'objectif качестве цели qu'il задачи faut prendre en экономической compte. политики вообще наших программ устанавливаем побольше товаров. Dans le cadre Или de мы notre все-таки говорим, politique что économique, поскольку qu'est-ce мы qu'on vise? считаем из Le nombre валового выпуска des biens промежуточное потребление, где в том числе и ou импортные компоненты, ceux получаем добавленную qu'on стоимость, и мы déduit говорим о том, что это все-таки наш de вклад в производство, cette production результат cumulative et on voit И quelles это sont две notre разные contribution вещи. à Валовый cette выпуск или все-таки наш вклад в production. результаты нашей экономической деятельности. Donc Или мы максимизируем результаты нашей c'est, il экономической est деятельности. И très тогда important задача, ce qu'on цель, voit, вообще вся l'efficacité de реализация production ou программных документов, et ce она qu'on выстраивается совершенно investisse dans cette production Поэтому ou теория иногда le бывает volume полезна de в cette том числе production. для практики, Donc la théorie est чтобы très utile определенные pour la цели pratique, расставить и правильно pour qu'on выстроить puisse значит, mettre полагаемое. les Спасибо еще раз accents огромное et за définir возможность выступить. Надеюсь, nos что objectifs. наши Merci beaucoup pour дискуссии cette possibilité будут de продолжаться faire cette дальше. présentation Спасибо et большое. j'espère qu'on va avoir ces discussions en futur.